Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui Modou Mamoun-Ngom, un membre de la convergence des cadres républicains, adjoint au maire de Wakhinane Nimzatt, directeur des télécommunications. Merci, Monsieur Ngom, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Binta. Je vous remercie de l'invitation et salue mon co-débatteur Ali Batili. J'en profite pour remercier les auditeurs pour leur attention portée à l'émission. Je commencerai par rendre hommage et prier pour le repos de l'âme de digne fils du Sénégal, le magistrat Samba Sall et l'administrateur civil Ibrahima Sakho, qui ont dignement servi notre pays. Que Dieu les accueille au paradis. Amen. Je présente mes condoléances à leur famille, à l'administration judiciaire et territoriale et à tout le peuple sénégalais. Merci. Alors, merci. Nous recevons également Ali Batili, vous l'avez dit, il est membre de la cellule des cadres de la République des valeurs, expert en communication politique. Merci, Monsieur Batili, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Diallo. Je voudrais tout d'abord adresser mes salutations les plus chaleureuses aux auditeurs de la RFM et vous remercier de cette invitation pour la République des valeurs qui vient exprimer nos positions. Je m'inscris également dans les pas de mon co-débatteur, M. Ngom, que je salue, pour présenter mes condoléances à l'ensemble de nos compatriotes qui ont perdu leur âme et je m'incline devant leur mémoire. Alors, on a constaté, M. Batili, le nombre de personnes qui allaient se faire vacciner a complètement diminué. Selon les chiffres, nous sommes toujours à plus de 300 000 vaccinés. Depuis qu'on a annoncé qu'il y a des effets secondaires, c'est comme si les Sénégalais ont encore affiché une certaine réticence. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Alors, moi, à mon avis, l'analyse que je peux avoir sur ce faible taux d'adhésion à la vaccination de nos compatriotes est due d'une part à une communication maladroite de nos responsables politiques et par ailleurs, pas que, ça n'incombe pas qu'aux responsables politiques, que ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui. Il faut qu'on donne la parole davantage à nos scientifiques. Vous le savez bien, Madame Diallo, moi je crois en la science. Je pense que c'est le nom AstraZeneca qui fait peur un peu à nos compatriotes. On le voit aussi dans d'autres pays dans le monde. Oui. AstraZeneca, à un moment donné, a été freiné, retiré un peu du marché, notamment dans l'Union européenne, et c'est revenu 2 jours après. Et donc, je pense que quand on prend les chiffres globaux, pendant cette période, il y a plus de 5 millions de personnes qui avaient reçu le vaccin AstraZeneca. Et dans ces 5 millions de personnes, quand vous prenez la proportion des effets secondaires, il y a eu 0,01%. Et donc, il y a d'autres médicaments, comme le Doliprane, qui tuent beaucoup plus de personnes dans le monde. Donc je pense que c'est par là qu'on doit axer notre communication. J'en appelle à l'ensemble des responsables politiques, à ceux qui ont le droit de citer dans les médias, qu'ils mobilisent davantage nos compatriotes, parce que je pense qu'il n'y a que le vaccin qui peut faire reculer cette pandémie. Oui, on a entendu quand même le professeur Seydi quand même demander aux Sénégalais d'aller se faire vacciner. Le président de la République, est-ce qu'il y a eu une maladresse, comme le dit Ali Batili, dans la communication? Merci Binta, c'est une question importante et qui demande à tous les Sénégalais de regarder ce qu'il y a de mieux pour notre pays, pour la sensibilisation et la conscientisation de la population. Oui. Je pense que ce n'est pas un problème entre le pouvoir et l'opposition. Nous tous, nous devons nous impliquer dans la lutte contre la pandémie Covid-19 parce qu'on a vu tous les effets néfastes qu'ils ont eus sur le plan social et économique. Et à ce titre, dans nos différents propos, quel que soit le niveau de porteur de voix où nous nous situons, je pense qu'il faut inciter la population à aller se faire vacciner. Parce que c'est le seul moyen dont nous disposons aujourd'hui pour nous prémunir contre la maladie. Et ça, je pense que le gouvernement a joué parfaitement sa partition. Ce n'est pas pour rien que le Sénégal est cité en exemple. Deuxième pays au niveau de la gestion de la pandémie à travers le monde et premier pays africain. Et moi-même, en tant qu'adjoint au maire, je dirige le comité de riposte contre la Covid-19 au niveau de ma commune de Wakhinane Nimzatt. Et ne serait-ce que la semaine dernière, nous avons eu des actions de sensibilisation avec des jeunes volontaires qui sont portés volontaires. Et il y a toutes les couches de la population, que ce soit les Badjanougor, les délégués de quartier, les imams, les relais communautaires, qui sont impliqués au niveau communautaire et qui, chaque semaine,
essayer de sensibiliser les gens pour qu'ils aillent se faire vacciner actuellement, au-delà de la lutte contre la pandémie. Alors, il faut aller donc se faire vacciner. Alors, la dernière info, M. Bathily, c'est bien entendu l'annonce de la mise en place de la commission d'enquête indépendante dans l'affaire ou des événements sanglants qui ont suivi, qui sont nés de l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. C'est le ministre des Forces armées qui l'a annoncé, Sidiki Kaba, pour que les responsabilités soient situées dans cette affaire. Alors, votre commentaire d'abord. Alors, moi, je pense que cette commission d'enquête mise en place est la moindre des choses qu'on puisse faire quand il y a une situation comme celle-là. Je pense que ce qui s'est passé dans notre pays pendant cette période-là, nous n'avons pas jusqu'ici assez tiré des enseignements. J'en veux pour preuve, nous en reviendrons. Le discours du président de la République pendant cette période, qui a une partie d'apaisement, ce que je reconnais, parce que nous ne sommes pas dans une opposition frontale, nous sommes dans une opposition constructive. Mais dans toutes les grandes démocraties du monde, dans tous les pays qui se veulent une grande nation, je pense que quand il se passe un événement comme celui-là, nous le saluons, une commission d'enquête doit être ouverte, les responsabilités doivent être situées, chaque personne qui a une responsabilité dans cette, malheureusement, on va dire, cette tuerie, je l'appellerai comme ça, parce qu'il est inadmissible que 14 Sénégalais, des jeunes, le plus âgé, à moins de 35 ans, puissent perdre la vie sur des événements. On ne sait pas qui a tiré, on ne sait pas qui a tué qui. Donc, nous saluons l'ouverture de cette commission d'enquête. Cependant, il va falloir que cette commission puisse être une commission responsable qui inspire confiance aux Sénégalais, parce que nous l'avons vu depuis quelques années, la confiance des Sénégalais est rompue vis-à-vis de leurs institutions judiciaires. Donc je pense que c'est l'occasion pour nos responsables de pouvoir remettre au cœur de notre République l'indépendance de la justice, la confiance des Sénégalais vis-à-vis de leurs institutions judiciaires. Donc nous saluons cette commission d'enquête. Alors, le ministre avait dit que depuis que cette affaire avait éclaté, on avait tout de suite mis la responsabilité sur le dos de l'État. C'est pourquoi la mise en place de cette commission était un impératif selon lui. Oui, est-ce que vous le pensez aussi? Effectivement, Binta, c'est une question essentielle pour laquelle les Sénégalais doivent avoir les bonnes réponses. Il y a eu le mémorandum du gouvernement sur les événements de février-mars 2021 et qui ont mis à rude épreuve les traditions et les fondations de notre pays, de paix et de stabilité, de dialogue et de teranga. À l'origine, c'était une affaire entre deux justiciables sénégalais. Oui. Et bien sûr, avec des accusations de viol répétés et de menaces de mort d'une jeune fille de 20 ans envers un député et les péripéties liées à la levée de l'immunité parlementaire. Ces manifestations ont été d'une rare violence, ce qu'on n'a jamais connu dans notre pays, et ont en effet occasionné 13 morts, plus de 300 blessés au niveau des manifestants, plus de 100 blessés au niveau des forces de l'ordre, et ont provoqué des dégâts et des pertes matérielles inestimables. Le premier bilan fait aussi état de plus de 145 édifices et biens publics saccagés, plus de 139 biens privés, y compris des maisons, des magasins, des stations-service et des banques, tous attaqués et pillés, parfois par des individus armés. Au regard de tout ça, je pense qu'il est essentiel que le gouvernement puisse prendre la pleine mesure de ses responsabilités régaliennes pour mettre en place une commission d'enquête qui sera bien sûr libre et indépendante, afin que toute la lumière soit faite sur ces malheureux événements et que surtout les responsabilités soient situées. Oui, et absolument. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays où il y a eu des crises majeures, que ce soit en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, même au Québec, au Canada, il y a eu une commission vérité et réconciliation, parce que tout simplement il y avait les droits des autochtones qui étaient bafoués. Ils n'étaient pas à la dimension où nous étions, mais quand même, ils ont tenu ça. Cette commission nous permettra de pouvoir rétablir la vérité des faits, et au-delà, pouvoir entamer une réconciliation, c'est-à-dire une responsabilisation et une réconciliation, un retour à nos valeurs ancestrales. Donc je pense que c'est capital, au vu de ces événements, que cette commission puisse se tenir. Et comme vous le savez, c'est ouvert à l'ensemble des forces vives de notre pays, que ce soit les partis politiques, la société civile
et toutes les personnes qui pourront apporter quelque chose dans la manifestation de la vérité. Absolument. Il faut une commission bien indépendante dans ce cas. Alors, de toutes les façons, le président, à travers ses manifestations, a dit bien entendre le message que les jeunes lui ont envoyé. Il a quand même annoncé un plan triennal de 450 milliards. Et puis, la dernière fois, le 3 avril, il a dit que dès ce mois de mai, 85 milliards seront débloqués pour déjà recruter près de 65 000 jeunes sénégalais, 5 000 enseignants. Est-ce que vous pensez, M. Bathily, que c'est une bonne chose? Alors, Mme Diallo, sur cette question, moi je vais être très clair là-dessus. Tout ce qui est création de l'emploi en faveur de nos jeunes, tout ce qui est redynamisation de notre tissu économique, tout ce qui a rapport avec le développement économique, nous allons le saluer. Mais est-ce que les instruments mis en place pour arriver au but de ce que nous recherchons sont mis en place aujourd'hui? Je constate que non. Il s'agit de quel instrument? Quand je prends les chiffres, la dernière fois, j'écoute le directeur de l'ADER qui fait une conférence de presse qui nous dit qu'entre 2018 et 2020, il y a eu 106 000 bénéficiaires du financement de l'ADER pour 60 milliards. On fait le ratio. Est-ce qu'entre 2012 et 2018, ces emplois qui ont été créés sont des emplois pérennes? Et donc, on revient sur ce phénomène-là et ces instruments qu'on va remettre en place. Et donc, sur les enseignants, je n'ai rien à dire là-dessus. Le nombre d'enseignants qu'on doit créer, de toute façon, va aller crescendo, selon les chiffres de la démographie que nous avons aujourd'hui. Je le disais l'autre jour chez votre confrère, 40% des Sénégalais ont moins de 15 ans. Et 300 000 jeunes arrivent dans le marché de l'emploi tous les ans. Dans les 10 prochaines années, ça sera 400 000 emplois. Donc, il faut les éduquer. Évidemment qu'il faut créer des emplois dans le domaine de l'éducation. Mais sur cette question, encore, c'est là que nous nous inscrivons en faux dans la démarche du président de la République. Parce que cette évaluation de tous ces programmes, de toutes ces structures qui ont été mises en place, n'a pas été faite. Donc, dans la prospective, il faut d'abord faire cette évaluation-là, voir le nombre d'emplois créés, voir la pérennisation de ces emplois-là, voir la durabilité de ces emplois-là, avant de mettre en place d'autres programmes. Je le comprends. Je pense que les événements sur lesquels nous venons de sortir font qu'il accélère le pas. Je pense qu'on est à 3 ans de l'élection présidentielle. Il n'a pas encore clarifié sa position sur sa prochaine candidature ou non. Et donc, il va falloir que des programmes sortent à gauche, à droite, du nord au sud. Mais il va falloir structurer tout ça. Je le disais l'autre jour, c'est la gestion de l'affaire publique. Et donc, sur la création de l'emploi des jeunes, nous sommes totalement d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est le bon filon? Non. Nous nous inscrivons en faux sur ce... Oui, vous l'avez dit, c'est bien quand même, M. Ngom, de sortir des milliards pour financer les projets des jeunes. Mais c'est encore mieux d'évaluer les milliards qui ont déjà été injectés. Mais Binta, l'évaluation, elle est dynamique. Je pense que l'évaluation est faite par les différentes structures. Ils le font chaque année à leur niveau. Le président a des données par rapport à l'action sur le terrain de ces différentes structures. Et vous vous rappelez, il y a quelques semaines déjà, en fin d'année 2020, il avait institué pour que une rationalisation puisse être faite au niveau de toutes les structures de financement et d'accompagnement des jeunes. Il y a eu des actions qui ont été faites par le président de la République, même avant, dans le sujet de rationalisation. La naissance de l'ANPEJ, c'est un regroupement d'un ensemble de structures. L'ANEJ, l'AGEP, l'ANAMA et autres structures pour l'emploi et l'accompagnement des jeunes qu'il a recoupé. Il a encore cette intention. L'évaluation, il l'a demandé encore pour que, à la fin du mois d'avril, qu'on puisse évaluer toutes les politiques publiques en faveur des jeunes qui ont été initiées. Quel est le résultat? Bien sûr, au vu du contexte actuel, il y a des questions à se poser. Mais déjà, le fait qu'il y ait la naissance de la DER, la DER qui puisse accompagner les porteurs de projets à un niveau qui n'a jamais existé au Sénégal. Moi, je suis dans le numérique, j'ai vu des jeunes entrepreneurs qui avaient des idées de projets qui ont été accompagnés et qui aujourd'hui constituent des réussites au niveau sous-régional. Et ça, il faut le saluer. Et dans d'autres domaines aussi, on peut relever
ces réussites avec l'accompagnement de l'ADER. Bien sûr, 106 000 personnes accompagnées par l'ADER à hauteur de 60 milliards. 75. 60 milliards, pas 75. D'accord. En fait, c'est plutôt le programme PAVI où il y aura 74 milliards qui seront injectés pour davantage accompagner les jeunes. Et là, il faut saluer les résultats tangibles qu'on a eus. Bien sûr, il y a eu des difficultés qui ont été notées. On ne peut pas le nier. C'est la raison pour laquelle le président de la République a pris d'autres mesures. Et ces mesures, il faut juste se rappeler que ce n'est pas uniquement avec les événements qui ont été pris. Bien sûr, ça a accéléré certaines politiques que le président envisage de faire durant son quinquennat. Comme vous savez, le président a présenté un programme Liggéeyal Ëllëg aux Sénégalais en 2019, d'où sa réélection à 58%. Et dans ce programme, il y avait 5 grandes initiatives, dont l'initiative PSE Jeunes. Et si on prend les propositions qui sortent actuellement, ces propositions peuvent s'inscrire dans le programme présidentiel. Maintenant, on l'accélère, on le met à un niveau en lui donnant beaucoup plus d'ampleur et d'immédiateté par rapport au programme qui a été défini avant. Donc ça aussi, on a une problématique de jeunesse, nous le reconnaissons. Il y a plus de 70% de Sénégalais qui sont jeunes, et bien sûr, il faut les accompagner. Mais on les accompagne au niveau de la formation et de l'éducation. On a vu ce qui est fait au niveau de l'ONFP, au niveau de 3FPT et de l'accompagnement aussi des autres structures de l'État. On a vu aussi, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement pour l'employabilité des jeunes, leur financement aussi pour les porteurs de projets. Tout ceci, c'est des initiatives qui se retrouvent dans le programme quinquennal du président de la République et qu'on va amplifier parce que le président a écouté sa jeunesse. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a eu un discours apaisant, rassurant et rassembleur et qui dégage des perspectives de développement de notre pays. Alors, beaucoup de jeunes, en tout cas, ont dit qu'ils n'ont jamais été financés, que les emplois créés ont été juste politisés, c'est eux qui l'ont dit. Mais Ali Bathily, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on a parlé de problèmes de formation des jeunes, d'employabilité. Est-ce que comment ça s'appelle ce qu'on a l'ADER. Non, je ne parle pas de l'ADER. Le guichet qu'on a annoncé pourrait quand même fédérer tous les jeunes autour de cette problématique d'emploi. Alors, Mme Diallo, moi, votre question me permet de souligner le débat courtois que j'ai avec mon co-débatteur, M. Ngom, de la paire, avec tous les chiffres qu'il vient d'énumérer, avec toutes les structures qu'il vient d'énumérer. Mais en réalité, nous, je le dis encore une fois, la République des valeurs n'est pas dans une opposition frontale ou dans une opposition non constructive. Quand il y a des choses de bien qui sont faites dans ce pays, nous les saluons. Mais quand on est complètement à côté de la plaque, nous sommes dans le devoir de le dénoncer. Alors donc, pourquoi je dis ça? Votre question m'appelle à dire que le président de la République, dans ce pays, pas que lui, mais quand on est aux responsabilités, sur la question de l'emploi des jeunes, il le disait, M. Ngom, il l'a rappelé, 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Et donc, certains vont arriver dans le marché du travail, certains n'ont pas de travail. Et donc, ces 70% des Sénégalais doivent être logés, nourris, éduqués, véhiculés, et on doit leur trouver du travail. Et donc, tous ces programmes-là, me semble-t-il, sont imaginés dans l'urgence. Ce n'est pas dans la programmation. Et quand on fait des politiques publiques, il faut les évaluer dans un premier temps. Il ne faut pas les programmer pour un temps court. Il faut les programmer dans un temps long. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la conséquence de la création de ces différents emplois qui ne sont pas pérennes. Aujourd'hui, vous vivez dans ce pays, vous le savez. La majorité des jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Vous les voyez dans une motorisation à 2 roues. Qu'est-ce qu'ils font? Vous les voyez sur des charrettes. Et donc, on doit faire une territorialisation des politiques publiques en matière d'emploi. Ce qui marche à Dakar ne marche pas forcément à Bakel. Ce qui marche à Matam ne marche pas forcément pas à Vélingara. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que l'État doit axer les politiques publiques. M. Ngom parlait tout à l'heure d'accompagner des jeunes. Moi, je connais des jeunes entrepreneurs dans ce pays-là. Ils cherchent juste à gagner des marchés. J'en connais, je peux vous en citer sans publicité. Et donc, c'est là que l'État doit comprendre que
toutes ces structures à coups de slogan n'est qu'une leurre pour les Sénégalais. Et donc, si les politiques publiques mises en place aujourd'hui vont dans le sens que nous souhaitons, parce que nous, encore une fois, nous aspirons à être un parti de gouvernement, nous ne sommes pas dans la radicalité, et donc on n'y est pas. Le compte n'y est pas dans l'emploi des jeunes aujourd'hui. En tout cas, le président a annoncé la territorialisation des emplois, les guichets et entre autres. Est-ce que cela peut permettre quand même de mettre fin ou bien d'avoir un début de solution à cette problématique de l'emploi des jeunes? Effectivement, il a compris le fait qu'il faut qu'on adapte la politique de l'emploi des jeunes aux réalités des terroirs. Et bien sûr, tout ce que M. Bathily vient de dire est dans les perspectives du président. Je suis heureux que vous adhérez à cette politique du président de la République envers la jeunesse pour les prochaines semaines à venir. Bien sûr, le président a parlé de territorialisation des politiques publiques pour l'emploi des jeunes. Bien sûr, il y a un guichet unique, pôle emploi et entrepreneuriat, qui va être créé dans tous les départements. Et il faut rappeler qu'avant même ces propositions, nous avons tenu des CDD, des comités de développement, de comités départementaux de développement et des CRD, des comités régionaux de développement à Dakar. Moi, j'ai participé en tant que représentant de ma commune au niveau de notre CDD à Guédiawaye et au niveau du CRD. Et il y a toutes ces problématiques qui ont été relevées pour que les politiques publiques en faveur des jeunes puissent avoir un aspect communautaire, c'est-à-dire que ça retourne à la base et bien sûr soit adapté aux réalités des terroirs. Nous l'avions évoqué avant qu'en Conseil des ministres, et lors de son discours du 3 avril, le président puisse en revenir. Parce que nous avons besoin de ça. Parce que nous, dans nos différents quartiers, dans nos différentes communes et départements, nous avons des compétences, nous avons des ressources qui peuvent être utilisées dans la politique de l'emploi. Et nous imaginons bien qu'au-delà des guichets uniques, pôle emploi et entrepreneuriat, nous allons pouvoir jouer entièrement notre partition en tant que collectivité territoriale, en nous impliquant, en essayant d'avoir des personnes ressources au niveau de nos communes et de nos quartiers qui vont accompagner nos jeunes au-delà de ce que fait l'État. Parce que comme nous avons fait dans la lutte contre la Covid, nous comptons reproduire ça au niveau de nos politiques d'accompagnement de nos jeunes. Et je dirais que dans ce sens, par rapport à l'employabilité, il y a déjà la formation école-entreprise qui a permis d'accompagner des jeunes. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 jeunes qui sont dans les entreprises et qui ont des rémunérations à hauteur de 40 000 francs par mois. Ça, je pense, c'est une initiative à saluer parce que, tout simplement, ça permet à ces jeunes qui, au-delà de leur formation, avaient des difficultés d'emploi, de faire la pratique avant d'aller dans le marché de l'emploi. Parce que, comme nous le savons, ceci constitue un problème pour les jeunes, même au-delà de leur formation, le fait qu'ils puissent pratiquer, aller au-delà de la théorie. Ça, c'est des initiatives que l'État a déjà prises. Et je pense que, au-delà de ce qui a été créé aussi durant le magistère du président de la République, son premier septennat, nous envisageons en perspective de pouvoir mieux accompagner notre jeunesse pour qu'il y ait la formation, pour qu'ils puissent aussi être accompagnés quand ils sont porteurs de projets et qu'il y ait beaucoup plus d'employabilité aussi et d'emplois créés en faveur de ces jeunes. Sur les 3 ans qui vous restent quand même, vous avez fait 9 ans, il vous reste 3 ans. Mais nous avons fait beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses ont été faites en 9 ans. Nous avons créé plus de 500 000 emplois. C'était promis 500 000 emplois. Il y a eu... Et vous avez encore promis 1 million. Oui, parce que tout simplement, en faveur du programme, comme j'ai dit tout à l'heure, PSE, jeunesse, pour le quinquennat du président de la République, les ambitions sont beaucoup plus grandes. Et aujourd'hui, il y a l'implication du secteur privé national. Le secteur privé national s'est engagé aussi à accompagner nos politiques publiques à créer beaucoup plus d'emplois. Et ceci, c'est très important. Et ce que disait M. Bathily tout à l'heure par rapport au fait à l'accès à la commande publique, ça s'est fait au niveau des artisans qui peuvent avoir accès à 15% de la commande publique. Et au-delà de ça,
même nous dans le domaine du numérique, on a créé la loi pour la promotion et la création des startups. Et les startups, il y a eu des mesures incitatives, non seulement au niveau de la loi des finances de 2020, mais au-delà de ça, dans nos textes juridiques, nous avons prévu que les startups, quand il y a un marché public, ou bien même s'ils sont accompagnés par une autre entreprise, que cette entreprise puisse avoir un bonus dans la compétition en faveur des autres. Et là, ça, juridiquement, c'est pour aller dans le sillage de ce que vous disiez tout à l'heure. Très bien. Modou, vous voulez ajouter Alors, quelque chose? Madame Diallo, je voudrais juste, sans jeu de mots, je vois que mon ami, Monsieur Ngom, a parlé de beaucoup de chiffres, a utilisé beaucoup d'acronymes. Sans jeu de mots, je pense que les CDD, Comité départemental de développement dont il parle, ne créeront pas des emplois qui vont finir en CDD. Les jeunes ont besoin de CDI. Alors ça, c'était la parenthèse de l'humour. Mais il a donné beaucoup de chiffres. Vous savez, nous autres politiques, intellectuels qui se parlent entre nous, à un moment donné, il faut qu'on retourne dans le terrain. Parce que quand on entend le bilan que peint M. Ngom, c'est un beau bilan. Mais en réalité, quand vous allez dans le terrain, moi qui suis originaire du département de Bakel, je me rappelle qu'en 2016, le DG du PRODAC avait organisé un forum communautaire dans l'arrondissement de Bélé pour créer des emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à 0 emploi. Quand on va dans le domaine minier, les entreprises minières qui exploitent nos richesses dans ce département-là sont 3 au total. Mapate Diouk, pour ne pas le citer, dans la commune de Gabou, qui exploite le gravat, le manganèse dans la commune de Medina Fulbe, la société indienne Azerki. Aujourd'hui, c'est 0 emploi dans le département de Bakel chez les jeunes. Je mets quiconque au défi pour me sortir ces chiffres. C'est pourquoi, quand je parlais de territorialisation tout à l'heure, il faut s'adapter aux réalités du territoire. Alors nous, à la République des valeurs, le président Thierno Alassane Sall, on va dans les profondeurs du pays pour réfléchir, imaginer, concevoir comment on fait pour absorber ces 300 000 jeunes qui arrivent dans le marché de l'emploi. Et donc, dans le domaine du cuir, j'en veux, le Ngaï Mekhe doit être transformé en un hub pour le cuir. Regardez l'Éthiopie, l'exemple dans la corne de l'Afrique, avec le cuir qu'ils ont. Les grandes entreprises occidentaux viennent pour nous fabriquer sur place, qui embauchent sur place des Éthiopiens. Pourquoi au Sénégal on ne peut pas imaginer cela? Mais dès qu'il y a un petit problème, on claque des doigts, on entend beaucoup de milliards, mais en réalité, dans le terrain, cela ne se reflète pas. Oui. J'en parle aux Sénégalais, ils le savent. Faites le tour autour de vous. Il y a combien de jeunes dans les familles qui errent du matin au soir parce que ces emplois dont nous parlons n'existent pas. Je le répète encore une fois, ce que je dis n'est pas une opposition frontale, mais c'est une opposition constructive. Oui. J'en parle pour que peut-être que le président de la République l'entendra. Il a programmé un conseil présidentiel pour l'emploi là, au mois d'avril. Je ne présume pas de ce qui va en ressortir, mais je pense que les Sénégalais en auront encore pour leur déception. Alors, c'est M. Ali Batili, membre de la cellule des cadres de la République des valeurs. Je veux juste rebondir sur ça. Je pense que nous sommes tous Sénégalais et il faut souhaiter la réussite des politiques. Vous savez comment le pays peut avancer? C'est que celui qui a le pouvoir fasse le mieux possible pour notre pays et que celui qui l'aura demain fasse mieux encore. C'est comme ça que nous pouvons nous développer. Nous ne pouvons pas être nihilistes ou souhaiter l'échec d'un régime, même si on est opposant. Donc, l'opposition constructive, c'est le fait qu'on puisse souhaiter le succès à son opposant et qu'on puisse proposer un programme qui puisse mieux convenir aux Sénégalais afin de décider de leur destiner. Ce que je dis, quand on prend un exemple à petite échelle, on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est que dans plusieurs domaines, il y a eu des créations palpables d'emplois. Que ce soit sur le plan agricole, il y a eu plus de 30 500 emplois agricoles qui ont été créés. Sur le plan maritime, la même chose. Il y a eu plus de 15 000 emplois qui ont été créés en 2018. Donc, je peux citer encore dans d'autres secteurs où quand même il y a eu des créations d'emplois. Maintenant, la question est difficile. Et quand on disait tout à l'heure plus de 70% ont plus de 35 ans, il faut comprendre que plus de 52% ont moins de 20 ans. Et parmi les moins de 20 ans, la plupart ne sont pas demandeurs d'emploi. Ils sont dans l'éducation ou bien la formation. Donc les chiffres aussi, il faut prendre la juste mesure
de ce qu'elles veulent signifier. Si je peux me permettre, Madame Diallo, on va passer à la prochaine question peut-être. Je pense que Monsieur Ngom, si vous m'avez écouté depuis le début du débat, je dis toujours, nous sommes dans une opposition constructive. Je vous le concède. Je suis entièrement d'accord. Je vois que vous répondez pas. Je sais, on va pas tourner à un dialogue de sourds, mais on s'adresse aux Sénégalais. Je vous sais responsable, et donc vous savez que nous serons les premiers à applaudir quand le président de la République met en place une politique. Bien entendu, je le réclame d'ailleurs, parce qu'on est responsable. Notre pays, c'est un drapeau national, c'est le drapeau Sénégal. Comme on dit en Wolof, le Sénégal ben bopp la kenn mënu ko xar ñaar. Et donc, quand je parlais de territorialisation des emplois, c'est aussi parce que nous ne faisons pas des mini-Sénégal, mais on peut prendre les chiffres que de par le terrain que nous connaissons. Je vous ai parlé de Bakel, je vais vous parler de Kédougou, je peux vous parler de notre coin. Voilà. Mais je voulais juste apporter cette précision-là. Oui. Alors, je disais tantôt que vous êtes Ali Bathily, membre de la cellule des cadres de la République des valeurs, expert en communication politique. Nous recevons également Modou Mamoun Ngom, membre de la Convergence des cadres républicains, adjoint au maire de Wakhinane, Nimzat, directeur des télécommunications. Alors, l'autre actualité, c'est le report des élections locales. Ça fait quand même jaser. L'opposition veut que ces élections se tiennent au plus tard fin 2021, mais le pouvoir a dit au plus tard janvier 2022. Est-ce que c'est possible de tenir quand même les élections en 2021? Alors, Madame Diallo, moi sur cette question-là, je vais encore une fois de plus être très clair et clarifier la position de la République des valeurs là-dessus. Vous vous rappelez, je crois que j'ai été votre invité dans une autre émission à la télé. Je vous ai dit que la position de la République des valeurs et du président Thierno Alassane Sall est que quand le président de la République a appelé au dialogue national, nous savions que ça allait accoucher d'une souris. La preuve aujourd'hui, on ne trouve pas de consensus pour tenir les élections locales. Pour aller jusqu'au bout de mon développement, d'abord, nous croyons aux valeurs de la République, aux institutions de la République. Parce que sans des institutions fortes, sans un état de droit, sans les valeurs de la République, on peut mettre toutes les politiques publiques en place, ça ne marchera pas. Et donc, déplacer une élection qui est un rendez-vous démocratique avec le peuple n'est pas le respect des institutions. On peut trouver toutes les explications possibles à ce sujet de déplacer les élections. Nous ne tomberons pas d'accord là-dessus. J'entends que demain, la commission au dialogue national se réunira pour refixer les élections locales. Nous, notre position, elle est, les élections doivent se tenir à date qui a été définie par le calendrier républicain. Ça, c'est un. Alors, deuxième chose, sur cette question en elle-même du report des élections, il y a une question, j'ai l'impression que ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, la mouvance présidentielle, soit ne maîtrisent pas, soit occultent cette question-là. Nous avons un calendrier électoral. Ils veulent coupler les élections locales et les élections législatives. Dans 3 ans, nous serons aux élections présidentielles. Admettons, on arrive aux élections législatives avec ce couplage-là, pour des députés qui vont être élus pour 5 ans. Dans 3 ans, une nouvelle majorité arrive. Comment cette majorité pourra gouverner avec cette cohabitation? Il n'y a aucune politique publique qui va avancer parce que tous les projets de loi qui seront sur la table de l'Assemblée nationale seront retoqués. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur l'évaluation de ce que nous avons fait nous rattrape encore sur la question des élections locales. Et donc, ça nous donne encore raison, malheureusement. Et donc, il faut qu'au Sénégal, qu'on puisse se remettre autour de la table, arrêter de faire de la politique politicienne 24 heures sur 24. Parce que nous ne pensons pas nos politiques publiques dans les 25, 30, 15 prochaines années. Nous ne pensons pas aux conséquences que ça peut apporter à nos populations. Donc, sur cette question, je pense que nous avons été complètement à côté de la plaque. Je ne dis pas nous parce qu'on n'a pas répondu au dialogue. Quand je dis nous, c'est ceux qui sont aux responsabilités et ceux qui étaient autour de la table. Oui, pourquoi pas en 2021? Est-ce que vous êtes en train de dérouler votre agenda de l'APR? Binta, je pense qu'en politique, il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Ça n'aide pas au dialogue, ça n'aide pas au consensus, pour ne pas dire à la cohésion nationale. Et je rappellerai que en 2019, le président de la République avait gagné les élections à 58%. Et dans la dynamique de la victoire, on pouvait tenir les élections locales et je suis convaincu qu'on l'aurait gagné avec une très large majorité. Il s'est trouvé que l'opposition a demandé
a exigé même pour participation à tout dialogue ou bien à une future élection qu'il y ait l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus électoral. Ça, je le rappelle encore une fois, c'est une exigence de l'opposition. Et la majorité présidentielle y a répondu favorablement, toujours dans le souci d'une cohésion nationale, que les politiques puissent discuter et regarder ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Et le fichier, en 2018, avait été jugé fiable à plus de 98%. Donc on aurait dû aller aux élections en 2019 avec ce fichier. Mais c'est l'opposition qui avait exigé cet audit, sinon il n'y aurait pas d'élection avec sa participation. Donc c'est dans un souci de cohésion et de transparence et de consensus aussi pour aller aux élections. Donc c'est ça qui a expliqué que durant le dialogue, ceci a été envisagé. Et vous venez de dire qu'on va en étant catégorique, sûr de vous, qu'on va coupler les élections locales et législatives. Je rappelle encore une fois, les élections législatives, c'était en juillet 2017. Et au plus tôt, les élections législatives se dérouleront en juillet 2022. Donc, à mon avis, il ne peut pas y avoir de possibilité de couplage. Demain, il y aura le comité restreint qui va se prononcer sur la date des élections locales. Et la date des élections locales, je pense que c'est convenu pour tout le monde, ce sera entre décembre 2021 et janvier 2022. Donc, oui, il y a moins de 4 semaines de différence entre les deux dates, entre les deux dates proposées par l'opposition et le pouvoir. Donc, je pense qu'il y aura un consensus à l'issue des discussions qui auront lieu demain par rapport à la date. Donc, pour vous rassurer, on aura 2 élections distinctes, comme ça a été fait la dernière fois. S'il y a retard, donc c'est l'opposition est en quelque partie responsable de ce qui arrive. Mais entièrement responsable. Et l'opposition l'assume. Oui. Peut-être que, bon, en fait, comme il a dit, ils n'ont pas participé. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord Non, je ne suis pas d'accord. Oui. Je m'inscris en faux de ce que dit. Sur une partie, je suis d'accord. Oui. Mais l'opposition, c'est la partie où il dit que l'opposition a exigé, etc., qu'on puisse faire l'audit du fichier. Oui. Je suis d'accord. Mais nous, on l'avait dit dès le départ. Parce qu'on savait que ce dialogue allait aboutir à la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il ne vous est pas échappé que Thierno Alassane Sall, nous-mêmes, moi-même, étions membres de l'APR. Donc nous connaissons la majorité présidentielle. Nous savons à qui nous avons affaire. Et donc quand M. Ngom parle de politique de chaise vide, ce n'est pas une politique de chaise vide. Quand je disais tout à l'heure, je ne l'ai pas développé jusqu'au bout, que l'avenir nous donne raison sur ce qu'on avait présumé. Mais il dit que c'est l'opposition qui l'avait demandé dans ce dialogue-là. Et dans cette opposition-là, rappelez-vous que pendant les élections présidentielles de 2019, il y avait combien de candidats? Il y avait 5 candidats. Oui. Aujourd'hui, les 3 candidats sont où? Ils ont rejoint la majorité présidentielle. Donc pendant ce dialogue, il y avait un dialogue en 12 avec le président de la République pour lui faire les douziers, pour le rejoindre. On a vu le phénomène du Bourok-Sow. On va me dire qu'il est parti répondre au président de la République pour le post-Covid, redresser le Sénégal. Quand il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu une virgule qui s'est rajoutée dans la phrase. Il faut le préciser, c'est Issa Sall du PUR, c'est Idrissa Seck de Rewmi. Et Maître Madické n'a encore rien dit quand même. Je le conçois, n'a rien dit. J'en tiens pour 2. Maître Madické dit qu'il va se retirer. Et donc, du coup, quand vous regardez toute cette succession du déroulement des événements, malheureusement, je ne m'en réjouis pas, ça nous donne raison. Et donc, nous ne pouvons pas être dans un dialogue où on sait que pertinemment que ceux qui sont autour de la table sont en train de discuter avec la majorité présidentielle. On peut discuter sur les grandes questions qui transcendent notre pays, sur les grandes questions de démocratie. On peut discuter sur les grandes questions de crise qui secouent notre pays. D'ailleurs, sur cette crise, je crois qu'on n'a pas assez... De toute façon, le président a encore annoncé 2 mois de plus pour le dialogue national. Je pense que c'est à ce moment-ci qu'il fallait réellement dialoguer. Mais écoutez, nous, on reste sur nos positions. On est convaincus que ce dialogue national n'était que l'heure et que donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que le plus tôt possible, ces élections puissent se tenir. Je me réjouis que M. Ngom nous dise que les élections seront distinctes. Je m'en réjouis parce que déjà, même en termes de logistique, la majorité de notre pays ne savent pas lire, écrire. Ils ne sauront pas le même jour si est-ce qu'ils votent pour les élections locales ou ils votent pour les députés. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont succédées qui font que nous, ça ne nous intéresse pas. Mais ce que je rajouterais, c'est que si le président de la République
et dans la dynamique de l'émergence de notre pays, si des leaders politiques sont rassurés par les politiques qu'il est en train de dérouler et qu'ils le rejoignent, il ne faut pas leur jeter l'opprobre. Nous, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, je pense que c'est la coalition la plus solide ces dernières années qu'on a vues au Sénégal. L'opposition, il y a une multitude de coalitions et souvent des coalitions éphémères. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle coalition. Donc, il ne faut pas nous en vouloir que le candidat arrivé deuxième et le candidat arrivé 4e aux élections présidentielles rejoignent le président de la République. Ça, c'est justement l'opposition constructive peut aller dans le sens d'une coalition avec le parti au pouvoir. Chacun peut garder ses valeurs et à travers ça, regarder les possibilités d'un travail en commun, d'être ensemble pour le développement de notre pays. Ça aussi, il faut le concéder aux autres opposants. Je peux l'entendre, M. Ngom. J'entends, vous le savez, je vous l'ai dit dès le début, et j'insiste, je le réclame. Nous sommes une opposition constructive. Tout ce qui va dans le sens de la marche de notre pays, nous y adhérons. Mais c'est la manière dont c'est fait. Moi, je ne peux pas concevoir une personne qui jette l'opprobre sur le président de la République, qui nous dit publiquement que sa vision ne dépasse pas Diamniadio, qui 20% des Sénégalais lui ont fait confiance au lendemain des élections. Dans les discussions, il était aphone. Et donc, je ne veux pas focaliser la discussion sur une personnalité. Oui, mais que je respecte son passé. Ce que vous le reprochez. C'est pas un reproche. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas chacun est libre. C'est-à-dire, il faut respecter. Je peux juste aller jusqu'au bout de mon propos. Moi, ce dont j'ai peur au Sénégal. Je peux juste aller jusqu'au bout de mon propos, M. Ngom. Je sais pas cette personne à laquelle je jette l'opprobre. Là, je suis en train de parler de valeurs intrinsèques de notre pays. Absolument. Je le réclame, je l'ai dit et redit. Moi, personnellement, au-delà de la République des valeurs de notre leader Thierno Alassane Sall, je m'inscris dans les valeurs de nos érudits, ce qu'ils nous ont laissé comme héritage. Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimoul Khadim, El Hadj Malick Sy et tant d'autres. Oui. Et donc, quand on a ces valeurs-là, on ne peut pas... y a un proverbe, fils de Soniké, je suis, qui dit, pardon de la vulgarité du propos, qui dit, on ne peut pas remanger ce qu'on a vomi. Je ne peux pas concevoir cela. Aujourd'hui, on ne peut pas envoyer ce message à notre jeunesse. Se dire que notre jeunesse nous fait confiance à plus de 20%. Dire qu'il y a de l'espoir, ces Sénégalais-là ont fondé un espoir sur vous. Et que vous allez rejoindre celui sur lequel vous crachez hier. Je peux comprendre que vous le rejoignez pour pouvoir rebâtir le pays. Mais je ne crois pas aujourd'hui que tous ceux qui ont rejoint la majorité présidentielle l'ont rejoint pour construire notre pays. Ils l'ont rejoint pour leurs intérêts personnels. Et ça, les Sénégalais s'en souviendront quand on arrivera au rendez-vous démocratique. Oui, mais c'est votre opinion. Mais je pense qu'au Sénégal, il faut que, en politique, qu'on se respecte beaucoup plus. Qu'on respecte aussi le choix et les décisions des hommes politiques. Ça aussi, il ne faut pas être dogmatique au niveau de la politique. Vous ne pouvez pas essayer d'imposer ses propres valeurs à un autre parti avec lequel vous ne partagez pas les mêmes valeurs, ni les mêmes principes, les mêmes doctrines. Donc, il faut respecter le choix de ces Sénégalais qui ont voulu mettre leur contribution au développement de notre pays. Sauf que, M. Ngom, le président de la République quand même avait promis aux Sénégalais de mettre fin à la transhumance. Et votre parti... On l'a tous entendu. Tout ça. Aujourd'hui... Vous faites qu'accueillir ce qui vient d'ailleurs. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dernièrement, je pense que c'est la situation du pays et vu les perspectives qui s'annonçaient devant nous, qui ont le plus justifié qu'on puisse avoir le leader de l'opposition qui rejoigne le président de la République. Ça peut faire mal à une partie de l'opposition. On peut comprendre. Sur la marche du pays. Alors, le président Idriss Seck, vu la situation du pays et les perspectives qui se dégageaient, a jugé nécessaire de rejoindre le président de la République, Macky Sall, afin qu'ensemble, ils puissent mettre en commun leurs ambitions pour un Sénégal émergent, pour travailler au bien de nos compatriotes. Et ça, c'est-à-dire, cette discussion, je pense que c'est assez difficile que vous... Et même, je pense qu'il faut qu'on essaye de se limiter par rapport à nos interprétations des actions ou bien
des alliances qui peuvent exister en politique. Je peux vous rétorquer la même chose. Si demain, il y a deux alliances de l'opposition qui se rencontrent, je dirais vous n'étiez pas ensemble avant. Pourquoi? Même au niveau des élections, même aujourd'hui, il y a des pics qui se font à l'intérieur de l'opposition, entre les membres de l'opposition. Parce que nous tous, nous le comprenons. Mais demain, cette opposition pourrait se retrouver. Qu'est-ce que nous dirions par rapport à ce qui s'est dit avant? Il faut respecter le choix des gens selon l'opportunité qui se présente en un temps donné. Et je pense qu'on ne peut pas reprocher au parti Rewmi d'avoir rejoint la majorité présidentielle, en tout cas pour la construction du pays. Alors, sur cette question, moi je ne veux pas m'attarder sur cette question-là, parce que je pense que ce n'est pas ce qui intéresse les Sénégalais. Mais il est important d'apporter une certaine précision dont les Sénégalais sont certains. Aujourd'hui, dans la marche politique de notre pays, depuis les années 2000, aucun leader politique ne peut remporter une élection présidentielle tout seul. En tout cas, dans la photographie politique de notre pays aujourd'hui. Nous sommes obligés d'aller dans des alliances. Mais on ne peut pas enjamber le premier tour. Chacun présentera sa candidature. Ces coalitions dont parle M. Ngom sont inévitables dans la construction politique et la marche politique de notre pays et dans d'autres pays. Juste pour apporter une précision, pour ne pas m'attarder sur ce leader politique qui a décidé de rejoindre. M. Ngom parle de respect des décisions de Dieu. Mais je respecte sa décision, mais je ne partage pas du tout cette décision-là. Voilà ce que je voulais préciser. En tout cas, nous, c'est la République des valeurs, on reste sur les valeurs de la République. Alors, sur une minute, parce qu'il ne nous reste plus que moins de 3 minutes, je voulais savoir votre opinion sur ce qui est dit. En tout cas, les observateurs politiques commencent à le dire, que le président est devenu un homme seul. Alors, moi, je ne jugerai pas de l'entourage du président de la République. Je vous l'ai dit tantôt, je ne veux pas revenir là-dessus. J'étais membre de l'APR. Bon, ce que j'assume totalement. Parce qu'à l'époque, quand je cheminais avec le président de la République, M. Thierno Alassane Sall était le coordonnateur national des cadres de la convergence des cadres républicains. Et donc, quand il cheminait avec le président de la République, il avait fondé sur lui l'espoir que la majorité de la population qui avait voté pour lui à hauteur de presque 60% au premier tour en 2012 avait fondé sur lui. Mais dans la marche de sa gestion, en tout cas de ce que je vois, moi, Ali Bathily, de ce que je perçois, oui, c'est un homme seul. Mais quand on s'est construit de telle sorte à être un homme seul, mais évidemment qu'on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Et donc, autour de lui, aujourd'hui, on l'a vu dans cette crise-là. Bon, je ne vais pas m'insérer dans les affaires intérieures de la mouvance présidentielle, mais il n'y a aucun ténor qui a osé prendre ses pardon du mot, pour venir défendre le président de la République dans les médias. On l'a vu. Mais parce que quand vous n'êtes pas dans ce que les Wolofs appellent Andungor et Andoukolité, mais en réalité, quand la tempête secoue, mais tout le monde va sous la table. Absolument. Et donc, oui, c'est un homme seul. Et donc, les Sénégalais, je le disais tout à l'heure, ont élu une coalition, Benno Bokk Yakaar. Ils se retrouvent avec un président tout seul, parce qu'ils n'écoutent pas la population. À un moment donné, quand on est aux affaires et aux responsabilités, il faut avoir de la flexibilité, il faut avoir de l'écoute, il faut avoir de l'empathie pour sa population. Et voilà les résultats. Mais, on termine très rapidement, M. Ngom. Je pense que il faut rester dans les valeurs au lieu de faire des jugements de valeur. Parce que je vois beaucoup de jugements de valeur. Aussi bien pour l'opposition que pour ceux qui accompagnent le président de la République. Donc, par rapport à ça, ce que je dirais, quand il y a des violences, des agressions, des crimes qui se font au vu et au su de tous, vous vous attendez à quoi? Que la majorité présidentielle, arme chez jeunes, prenne des armes et applique la loi du talion. Oula, je pense que ça, c'est pas nos valeurs en tant que Sénégalais. C'est pas les valeurs qui nous ont été enseignées par nos pères fondateurs, par nos religieux. Le président n'est Donc, pas seul. le président n'est pas du tout seul. Ceux qui ont eu à le défendre, ont eu à le faire à travers les médias dont ils disposaient, que ce soit à la radio, à la télé ou bien dans les réseaux sociaux. Ceux qui devaient le défendre l'ont défendu. Et on a vu après les grandes manifestations qui ont été organisées pour montrer encore qu'aujourd'hui, les responsables de l'APR, les militants, la population en grande majorité est derrière le président de la République. Il ne faut pas mélanger, en fait, il ne faut pas... C'est parce que votre désir
serait que le président soit seul. Pas du tout. Mais vous ne pouvez pas être catégorique. Moi, j'entends des dogmes par rapport à ça. Je veux juste que, M. Ngom, les Sénégalais ne retiennent pas ce que vous dites dans mes propos, ou l'interprétation que vous faites dans mes propos. Ce que j'ai dit, c'est simplement, j'ai jamais demandé aux responsables politiques proches du président de la République, j'ai jamais demandé ce que je demande. Non, mais c'est ce que je sens dans vos propos. Je rectifie, c'est pas ce que j'ai dit. Merci, merci M. Bathily. Je vous en prie, merci. Merci à nos invités, Modou Mamoun Ngom, cadre de l'APR, et Ali Bathily, cadre de la République des valeurs. Bon dimanche et à dimanche.